Philippe Edmond Mariette, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sans aucun problème. Moi-même, je me réjouis de voir que j'ai été invité par vous. Je ne connaissais pas Resca, je découvre. Je trouve à la fois que l'équipe d'animation est sympathique, mais en plus, moi j'ai très envie, quelque part, que vous tourniez un bout de sujet sur vous-même, parce que je suis persuadé que la Martinique donnerait à connaître des jeunes Martiniquais impliqués, hommes et femmes, mais qui véritablement ont décidé de faire ce qui les passionne. Et moi, si j'avais un seul conseil à vous donner, continuez dans ce métier-là, s'il est votre passion. Alors, vous êtes candidat sur le centre de la Martinique. Vous représentez le parti Grand Semblé. Pouvez-vous nous détailler du coup vos initiatives pour obtenir la reconnaissance officielle de l'État français pour le scandale du chlordécone? On a parlé tout à l'heure d'une indemnisation pour les victimes. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ce sujet? Oui, on peut le développer. Moi, en 2003, c'est des amis, lors de ma campagne électorale, je remplace Pierre Samo, paix à son âme, le pauvre, puisqu'il est décédé il y a très peu de temps, ancien maire du Lamentin. Oui, tout à fait. Et donc, Pierre Samo est invalidé, le parti me choisit lors de vote en interne. Je suis le candidat, je gagne la législative contre le premier adjoint au maire de Fort-de-France, M. Yvon Paquit. J'ai cette chance-là et très vite, je me rends compte du scandale sanitaire que ça peut être. Mais je n'avais pas encore une conscience aiguë de la gravité, de l'énormité du danger que ça représentait. Et donc, je vais à ce moment-là faire une proposition pour obtenir une commission d'enquête parlementaire. Je suis seul, je suis isolé, je n'obtiens pas. Après, je reprends mon bâton de pèlerin, j'arrive à réunir l'ensemble des parlementaires, des députés Martinique et Guadeloupe. Les Martiniquais signent avec moi les tout premiers. À l'époque, ils se nomment Marie-Jeanne, Alfred Almond, Louis-Joseph Moscou. Et finalement, je n'obtiens pas la commission d'enquête, j'obtiens une mission d'information parlementaire. Son rôle est plus réduit. Elle ne peut pas convoquer des gens, elle ne peut pas prendre un certain nombre de décisions, parce que c'est une mission d'information. Mais c'est un début. C'est un début. Et à ce moment-là, un certain nombre d'expertises, notamment en matière médicale, sont en cours et on n'a pas encore suffisamment de recul sur les dégâts occasionnés. Aujourd'hui, ce recul-là, on l'a. Quand Macron, président de la République française, vient ici en 2018, il reconnaît que l'affaire du chlordécone, c'est un scandale et que l'État en est responsable. Alors, si l'État est responsable, il faut demander aujourd'hui à l'État de réparer. Donc, nous avons absolument besoin aujourd'hui qu'on mette en place et qu'on crée un fonds d'indemnisation. Alors, il faut dire, jamais tirer la couverture à soi tout seul, que là, lors de la dernière mandature, le député Califère de Guadeloupe a présenté une proposition de création de fonds. D'autres parlementaires de Martinique, de Guadeloupe et de d'autres territoires se sont associés à lui dans le cadre de cette démarche-là. Mais dans l'hémicycle, quand moi je relis les débats parlementaires, quand je revois comment les choses se sont passées, il y a énormément de modifications qui sont intervenues, de sorte que j'ai peur qu'il ne faille revoir cette initiative-là pour mieux cadrer les choses. Voilà l'idée que j'ai. Et je ne vous cache pas que cela constitue, aux côtés de la situation de l'hôpital public, l'un des premiers dossiers que je considère comme les dossiers prioritaires martiniquais, et ça, quelle que soit la couleur du gouvernement qui sera à Paris au soir du 8 juillet. Alors, comment, en Martinique, peut-on promouvoir les énergies renouvelables et soutenir les initiatives de développement durable? Ce combat mérite d'être effectivement mené. Vous avez aujourd'hui le SMEM, qui est une structure, un établissement public, et qui essaie de coordonner la mise en place, effectivement, du mix énergétique et de cette modification-là. Il est présidé par l'ancien maire de Casse-Pilote, M. Ralph Bonplaisir, et ils font un gros travail. Sauf qu'il leur manque des moyens. Et puis, dans le partenariat avec EDF, il faut peut-être encore mieux l'affiner et mieux tenir compte, pas seulement des intérêts d'EDF, dont on connaît la capitalisation, mais tenir compte aussi de la réalité martiniquaise. Je vois mal notre île avec plein d'éoliennes, etc. Et tout, ça risquerait de défigurer le paysage. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais par contre, sur l'installation du photovoltaïque, moi je pense que c'est une voie vers laquelle on devrait tendre et peut-être trouver les moyens aujourd'hui, quand on construit une école,
quand on construit un hôpital, quand on construit une cantine scolaire, quand on construit des grands bâtiments, par exemple le stade, etc. et tout, un gymnase, eh bien, tout faire pour qu'en toiture, compte tenu de la qualité climatique et de l'ensoleillement que nous avons, eh bien, qu'à ce moment-là, on puisse installer des panneaux photovoltaïques. Et il y a une formation là, un véritable débouché pour nos jeunes. Parce que quand on regarde sur la couverture technique de ce process, vous avez énormément besoin en main-d'œuvre pour les entretiens, etc. Et tout. Et moi, quand je regarde autour de moi, je n'ai rien contre, mais j'aimerais beaucoup que plus de Martiniquais soient formés et soient dans ce domaine-là. Parlons désert médical. En Martinique et comme un peu partout en France malheureusement, il existe un désert médical, il existe un manque de spécialistes de santé. Comment attirer de nouveaux spécialistes de santé sur notre territoire? Bien, une première chose. Tout à l'heure, je parlais de la remise en forme financière de notre vaisseau amiral qui est le CHUM. Il faut bien comprendre que dans le mot CHUM, il y a universitaire. Quand vous voulez faire venir un PHP, c'est-à-dire un professeur d'université qui est un médecin de grande réputation, il ne peut venir que si les conditions d'attractivité que vous lui offrez pour diriger un service sont intéressantes. Quand vous avez ce professeur-là, lui peut provoquer que viennent autour de lui des jeunes internes qui ont choisi la spécialité et qui se disent là, si je vais par exemple, je prends la cardiologie avec le professeur Roch à la Martinique, nous avons quelqu'un de très grande qualité. La deuxième chose, il faut arrêter de penser qu'on pourra couvrir en même temps toute la Martinique. Ce n'est que 1200 km². Donc, moi, je préconise qu'on crée véritablement des consultations avancées. Ce qui voudrait dire que les spécialistes dont je parle, plutôt que de rester fixés uniquement sur le CHU, l'on pourrait, mais ça doit se travailler dans la concertation avec les équipes médicales. L'on pourrait envisager que, par exemple, une fois par mois, il y ait une consultation pour tel type de spécialisation au CHILPB, qui est le centre hospitalier Lorrain-Basse-Pointe, que le mois d'après, sa consultation avancée se fasse sur l'hôpital du Marais, de sorte que les équipes médicales et les équipes même pluridisciplinaires soient amenées à se déplacer. Ça rapprocherait le citoyen de la proximité et de l'immédiateté médicale, et puis ça permettrait à ce moment-là de couvrir le système sanitaire chez nous. Il faut préciser que la CTM a voulu mettre en place un dispositif pour inciter un certain nombre de jeunes à revenir, notamment les médecins, à s'installer. Tout à fait. Ce mécanisme-là, effectivement, il faudrait peut-être l'amplifier, mais surtout, il faut amplifier à la fois l'aide qui leur est apportée et les conditions matérielles de leur retour à la Martinique. Donc, tout ça doit se faire, et c'est pour ça que je dis, les grandes questions martiniquaises, il n'y a pas ni coulée. Elles ne sont pas indépendantistes, elles ne sont pas autonomistes, elles ne sont pas de droite, elles ne sont pas de gauche. Elles sont ancrées sur une réalité d'un territoire. Et ce qui provoque chez nous beaucoup de déboires, c'est la fracture et le positionnement des égos d'un certain nombre d'élus. On a besoin sur ces sujets-là d'une transversalité. On a besoin, avec intelligence, de trouver le meilleur angle et les meilleurs outils de coordination pour que ces politiques publiques locales-là soient appliquées et soient rendues possibles. Alors, on va parler numérique. Le numérique se développe de plus en plus vite, et on a vu apparaître de nouveaux métiers du numérique ces dernières années, avec des possibilités de monétisation, notamment sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas accessibles sur nos territoires d'outre-mer. Pensez-vous que le numérique puisse être un axe de développement pour l'emploi chez les jeunes martiniquais? Absolument. Mais pour cela, d'abord, il faut régler un premier problème. C'est le problème des zones blanches et de la qualité du débit. Tout à fait. Et vous avez donc énormément de l'équipement. Vous avez énormément de zones de la Martinique qui sont totalement difficiles d'accès. Vous êtes en communication, votre communication téléphonique coupe, etc. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que moi, sur la formation, je considère qu'aujourd'hui, le numérique doit être encore davantage vulgarisé. Et quand on voit le basculement, que ce soit sur des problèmes administratifs, que ce soit sur des problèmes bancaires, la population a besoin d'être accompagnée. Et cet accompagnement-là est insuffisant. On a une jeunesse qui est habile,
Moi, je ne comprends pas pourquoi à la Martinique, on ne pourrait pas prendre le leadership de la Caraïbe un peu sur le mode de la Silicon Valley, mais bien entendu à notre échelle, hein, pas un truc aussi gigantesque, où on pourrait à ce moment-là être à la fois dans le développement du numérique, être dans la réparation, être dans tout ce qui va tourner autour justement de cette conceptualisation-là, pour permettre que de jeunes Martiniquais, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient des entrepreneurs du numérique, puissent à ce moment-là s'installer et mieux gagner leur vie. Donc le développement d'un hub Caraïbe. Absolument. Le développement d'un hub Caraïbe, mais ici à la Martinique. Et cela est possible. Moi je dis, il faut la volonté. Et quand il y a la volonté, il y a un chemin. Alors, dernier sujet qu'on va aborder ensemble, le tourisme et les transports publics. Je vous vois rire. Oui. Est-il important pour vous de développer le secteur du transport public pour déboucher sur le développement du secteur touristique en Martinique? Oui, le transport public, c'est essentiel. Je vous donne un exemple. Si vous habitez sur les hauteurs du Lamentin, vous habitez à Cajou, vous voulez aller à Fort-de-France, vous auriez bien aimé prendre le TCSP. Tout à fait. Mais il n'y a rien en capillarité. Quand je parle de capillarité, je veux parler, vous partez de chez vous, vous habitez sur la colline d'Acajou, vous voulez descendre sur la Galeria à la station de TCSP. Pour prendre le TCSP. Mais il n'y a rien. Plutôt que d'avoir des grands bus qui encombrent la circulation, il faut les laisser sur le linéaire de l'autoroute, sur les grands axes. Mais il nous faut des petits autobus, comme on disait à l'époque, tombés levés, comme à l'époque des petits taxis, qui puissent 10-15 personnes, mais on saurait que de 6h du matin à 21h, eh bien, en augmentant la fréquence quand c'est des moments forts dans la journée, que ces petits autobus-là font la navette. Et qu'à ce moment-là, avec un seul ticket, vous pouvez faire le trajet. Si on créait déjà ça, on étirerait et on rendrait plus fluide la circulation sur l'autoroute et les abords de l'autoroute. Beaucoup de gens auraient pu laisser leur véhicule chez eux parce qu'ils sauraient qu'en quittant leur domicile, ils sont en capacité de trouver un petit tombé-levé, payer 1,20 € l'aller-retour, ou 2 €, je ne sais pas, mais à ce moment-là, arriver au TCSP et avoir le TCSP qui les dépose, à condition que quand le TCSP les dépose, par exemple à Fort-de-France, ils veulent aller à l'Ermitage, et bien pareil, il y a un petit bus, un petit tombé-levé du même mode qui peut les déposer à l'Ermitage. Et un transport peut-être qui partirait de l'aéroport aussi. Oui. Alors, le TCSP existe à partir de l'aéroport. Mais qui irait dans plusieurs secteurs. Parce Oui, que là, voilà. on est sur l'aéroport qui va jusqu'à Carrère ou à Mao, donc le Lamentin, Oui. ou alors jusqu'à Fort-de-France, donc les deux communes voisines. Oui. Peut-être imaginer un TCSP qui irait dans le sud, le nord. On peut prévoir l'extension, mais cette extension-là, moi je la vois dans un deuxième temps. Oui. Il faut quand même faire des études de faisabilité et puis préserver les terres agricoles, parce que c'est vrai que construire, c'est pas toujours facile. Mais surtout, je dis, travailler sur la capillarité. Ce que j'appelle la capillarité, je reprends. Eh bien, vous avez ma main, là vous avez l'axe à mon poignet qui est l'axe de circulation, et puis à partir de ces doigts, le déploiement vers les quartiers de Châteauboeuf, vers les quartiers de Dillon, vers les quartiers de Volga-Plage, etc. Mais ces petits bus-là, 10-15 personnes, pas plus, où on pourrait embaucher un certain nombre de jeunes dans une régie qui serait une régie détenue par la structure qui gère le TCSP, Martinique Transport ou une autre, mais je suis persuadé que la solution est là. On a de grands bus. Quand ils sont sur la route, ils encombrent. C'est excessivement difficile de circuler avec ça. Et il y en a peu qui sont tout électriques. Et là, vraiment, il y a une révolution à faire s'agissant des conditions dans lesquelles la desserte en matière de transport est offerte à la Martinique. Merci beaucoup pour cet entretien. Avez-vous peut-être un dernier mot à dire aux personnes qui nous regardent? Oui, parce que tout à l'heure, quand on a discuté, je crois que c'est sur la question du cannabis. Oui. J'ai dit non à la drogue. Ouais, ma position est très ferme. Moi, je dis non parce que je vois aujourd'hui les difficultés dans lesquelles nous sommes placés. Je ne suis pas persuadé que la libéralisation du cannabis va permettre de faire chuter tout le trafic que nous avons qui tourne aujourd'hui autour de la cocaïne. Je sais bien qu'on va nous chanter qu'il y a eu la prohibition aux États-Unis et puis que finalement après on a dû revenir et prendre une autre décision. Mais très honnêtement, moi dans ce que je vois, en tout cas dans ma pratique professionnelle, je vois des jeunes qui commencent au cannabis. Quelque temps après, je les retrouve cocaïnomanes
Et c'est une vraie tristesse. Et aucune famille martiniquaise n'est à l'abri. Merci beaucoup. On se retrouve le 29 juin dans les urnes en Martinique.